Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomès du vénérable magazine Chasseur d'images pour tenter de répondre à cette impossible question: zoom ou focale fixe? Alors, avant de commencer, on va faire déjà un petit tour de table pour savoir qui penche plus vers les zooms ou qui penche plus vers les focales fixes. Ici, messieurs, je vous parle uniquement de vous, de votre usage personnel, de votre plaisir, sans aucune autre considération. Pierre-Marie, on commence avec toi. Je vais botter en touche. Je vais dire les deux, mon général. Oh là là, c'est la Suisse. Non, avant d'entrer dans le débat et dans l'explication, je pense c'est plus lié, on va certainement en parler, mais c'est plus lié à un moment, c'est plus lié à une pratique, ça peut être lié à plein de choses, à aussi une évolution d'une pratique dans le temps de la photo. On aura, je pense, le temps d'y revenir plus tard. Mais c'est sûr, je pense que plus on photographie et plus le choix devient simple, mais plus il devient compliqué. C'est pour ça que je disais les deux, mon général. On n'est pas sortis, les gars. Ah non, ça, on n'est pas sortis. Non. Mais bon, on va y arriver. T'inquiète. Benjamin, toi, t'es quoi, toi? T'es team zoom ou team focale fixe? Ouais, je suis pas sûr de bien aider à éclaircir le débat. Disons que moi, j'aime bien les contraintes. Donc, je suis de base plus attiré par les focales fixes. J'ai appris avec un 40 mm sur un CL argentique. Et aujourd'hui, je m'aperçois finalement, donc on parle là de photos perso et de plaisir avant tout, plutôt que des tests de produits ou autres. Et finalement, à titre perso, les deux boîtiers que j'utilise le plus, ça reste le Ricoh GR, donc c'est un 28 mm, et le Fuji X105, donc c'est un 35 mm, sur lequel je mets un petit convertisseur qui en fait un 28. Ah oui, donc t'en as deux, quoi. Je suis fan du 28. Et donc, ce sont finalement les deux appareils que j'utilise le plus, même pour tout faire, pour du portrait, pour de la photo de groupe, pour du paysage, pour n'importe quoi, pour des escapades en vélo urbaine ou rurale. Je vais photographier ce qui se présente, et donc focale fixe. Bon, écoute, on se ressemble quand même beaucoup, Benjamin, hein, puisque moi aussi, je suis un fervent amateur de la théorie de la contrainte, et je le rappelle, sur mon vénérable Olympus P9, je n'ai qu'un seul objectif, un 17 mm, et je prends un grand plaisir à tout faire avec. Alors, évidemment, hein, je fais très peu de photos sportives ou de photos animalières, mais pour du portrait, du paysage, du reportage, de la photo de tous les jours, pour mes enfants, c'est juste un bonheur. Alors, on va le voir tout au long de cette émission. Dans certains cas, on va privilégier les focales fixes. Dans d'autres cas, on va privilégier les zooms. Dans d'autres cas encore, on va parler d'une utilisation hybride de zoom et de focale fixe en simultané. Et on va voir aussi que certains photographes évoluent, comme tu l'as un peu évoqué, Pierre-Marie, dans leur pratique, et passent du zoom à la focale fixe, ou à l'inverse, de la focale fixe au zoom. Et c'est le cas par exemple de l'un d'entre eux qui s'appelle Robin Jafflin, qui est un photoreporter et qui est passé du 35 mm f1.4 Sigma Art au 24-70 mm f2.8 Sigma également. Je vous propose que l'on écoute son témoignage. Alors oui, j'étais «maqué» entre guillemets avec un 35 mm Sigma Art, donc qui ouvre un 4. Je l'ai utilisé, je continue de l'utiliser, hein, quand même, depuis, au moins, 6-7 ans. J'ai tout fait avec, j'ai fait du portrait, j'ai fait du reportage, voilà, et en fait, il y a 2 ans, 2-3 ans, Sigma m'a prêté un 24-70 2.8 Art. Alors après, moi, je dirais que dans mon utilisation, quotidienne, on va dire que je vais peut-être privilégier le 35 quand j'ai pas la contrainte du temps ou du poids, et que, on va dire, je peux me poser et je peux faire attention à mes plans, à ma construction d'image, et cetera.
Le 24-70, en fait, quand on n'a pas trop ce luxe-là et qu'on est contraint, c'est un super outil pour moi, je trouve, parce qu'on a tous les plans différents. On peut faire du portrait, on peut faire, du reportage. Si on est dans des endroits un peu contraints, on peut avoir du recul, avec la focale 24 et en ça, c'est assez pratique. Alors je me suis rendu compte, un petit peu par hasard dans mes métadonnées que, finalement j'utilisais très, très peu de focales sur le 24-70. On va dire quand j'étais en situation de reportage, admettons une manif, un peu chaude ou voilà, où il y a beaucoup de mouvements, on n'a pas trop le temps et il faut être assez proche des sujets. Je dirais que je switch, on va dire, entre des focales qui vont de 28 à 42,5 à peu près. Donc finalement quasiment un 35 et après quand, je dois faire du portrait, en fait, je suis entre du 50 et du 60, de manière générale. Donc c'est vrai que le 24, je l'utilise quasiment pas ou alors c'est vraiment parce qu'il faut faire un plan large et que j'ai pas beaucoup de recul et puis le 70, c'est pareil, en fait. Comme j'ai l'habitude du 35 et que, on va dire, il y a toujours un recul qui est assez important. Et que je trouvais aussi bien parce que quand on fait du photojournalisme, ça peut permettre de donner du contexte, ça peut permettre de resituer dans un espace et pas forcément faire du gros plan, voilà. Bah, du coup, c'est vrai que il y a certaines focales que j'utilise très, très peu. Bah, le 1.4 en fait, je l'utilisais, concrètement, c'était quand je faisais du portrait ou de la photo, on va dire purement documentaire, où j'avais, la journée pour faire des photos et que j'avais le temps de tourner autour de mon sujet, que je pouvais bouger comme je le souhaitais, et cetera. Mais, finalement, dans la photographie d'actu, on va dire, c'était pas forcément le plus, l'ouverture que j'utilisais le plus. J'étais généralement enfin, quand je fais du reportage, je suis autour de 4. Alors après évidemment, on voit quand même une différence entre un objectif enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue, mais on voit quand même une différence entre un objectif 1.4 et 2.8, même quand on est à 4. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu moins, je trouve, de piqué, et cetera. Après, globalement, c'est vraiment de l'ordre du détail, et je pense que la personne qui va voir mes images ne saura pas faire la différence entre une image faite au 35 ou au 24-70. Bon, il dit beaucoup de choses, Robin, il aborde beaucoup d'aspects, qu'on va évidemment, développer, tout au long de cette émission. En tout cas, on le remercie, pour son témoignage, qu'il a voilà, il a un profil, assez original, hein, puisque, il passe justement, d'une focale fixe 35 millimètres 1.4 vers, un 24-70 millimètres, 2.8 et puis en plus, il a la particularité, de, toujours travailler avec, un réflexe, un Canon EOS 5D Mark IV en 2023, ce qui est assez rare. Oui, et je serais même tenté de lui conseiller à Robin finalement de rester chez Sigma, hein, à la même crèmerie, mais d'aller vers le fantastique 24-35 f2 de Sigma, Ah oui, 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 en oui. réflexe aussi, Ouais. et qui Ah, a il va une moins loin quand même, hein, celui-là, hein. qui va moins loin, mais qui finalement va lui permettre de... Bon, il a bossé au 35, donc il sait zoomer avec ses pieds, et il pourra avoir du 24 au 35, une qualité assez remarquable à grande ouverture. Donc, c'est un zoom qui permet d'avoir presque deux focales fixes, Mmh. si on va par là. 3? Et on en 3 reparlera. presque. Et presque 3, oui, puisque si on aime le 28 comme moi, c'est vrai, tu as raison, ça fait un 28 f2. Donc, pourquoi pas? Bon. Alors, on va le voir, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte, hein, quand on s'attaque à ce sujet. Tous ces aspects sont évidemment, importants et c'est assez difficile de les hiérarchiser. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on les traite un par un. Dans un premier temps, on va parler de l'usage et de l'expérience photographique. Ensuite, on va s'intéresser aux performances optiques et aux caractéristiques techniques des objectifs. Et puis après, on va être très pragmatique, très terre à terre. On va rentrer dans, bah voilà, qu'est-ce qu'il existe sur le marché, qu'est-ce qu'il est le plus simple d'acquérir et surtout pour quel budget. Alors pour commencer, et c'est en fait ce qui a justifié cette émission, on s'est posé la question suivante. Quand on voit le progrès fulgurant, et en particulier avec le développement des nouvelles gammes optiques hybrides, en termes de qualité optique des zooms, qui pour certains n'ont finalement plus grand-chose à envier à ce que l'on peut attendre d'une bonne focale fixe, bah on se demande finalement si en 2023, les focales fixes, elles ont toujours la cote
ou si les photographes se tournent désormais en majorité vers les zooms. Eh ben, on a posé cette question à une personne qui est en première ligne des utilisateurs finaux, Ronnie Studian de la boutique ipln.fr. On écoute sa réponse. Je te répondrai à cette question que ça dépend de deux choses. Ça dépend tout d'abord, un, du profil de l'utilisateur et ça dépend, deux, de l'utilisation derrière. Enfin, j'ajouterai un dernier point important là-dessus, c'est que aujourd'hui, le choix d'une optique, comme dans plein de choses, n'est pas qu'une question de performance pure et dure. C'est-à-dire que, en gros, tu peux être amené à choisir une focale ou un boîtier, peu importe, parce qu'il va répondre à ton besoin. Très bien. Et là, effectivement, tu as sûrement d'autres raisons, et notamment pour des utilisateurs passionnés, peut-être qu'un zoom un peu transstandard longue focale pourra avoir un résultat qui va leur suffire théoriquement par rapport à l'exploitation des images qu'ils en font derrière, etc. En revanche, on va à un moment donné rentrer, et nous on le voit quand on en parle avec les gens, dans une notion qui est totalement abstraite et qui est totalement personnelle, qui est la notion du plaisir. Aujourd'hui, quand on vend un appareil ou un objectif à un utilisateur qui n'en fait pas une utilisation professionnelle, eh bien, on va rentrer dans cette sensibilité-là qui est le plaisir. Et à un moment donné, si toi, tu en as déjà utilisé, et je suppose que oui, et si nos auditeurs l'ont fait aussi, faire une photo avec un 402.8 ou avec un 604 d'un oiseau et la faire avec un 200-500 ou avec un 180-600, eh ben, en termes de plaisir d'utilisation, c'est pas la même chose. Et donc, l'objet en lui-même, avec le coût qui va avec, soyons bien clairs, c'est pas une réponse qui est pour tout le monde, mais l'objet en lui-même de se dire, voilà, j'ai fait de la photo ou je fais de la photo animalière depuis très longtemps, j'avais pour but dans mon esprit un jour de m'acheter un 402.8 ou un 604, ça y est maintenant, pour X ou Y raison, je peux me le permettre, j'ai réussi à me faire plaisir avec ça et maintenant, je vais me balader, je vais aller faire des affûts et je vais faire des photos. Et ça, est-ce que la photo elle est moins bonne? Est-ce qu'elle est meilleure? Oui, elle est meilleure. Est-ce que la personne qui l'utilise le voit? Pas forcément, mais encore une fois, comme je le dis, on rentre dans la notion de plaisir et donc de sentiment qui est propre à chacun. Et bim, on y met immédiatement le doigt sur un aspect fondamental de ce débat qui est totalement subjectif, le plaisir. Pierre-Marie, qu'est-ce que le plaisir à avoir dans cette discussion? Si on prolonge le propos de Ronnie, on va dire que on va partir du principe que le photographe est un anxieux et un angoissé. Quand il part faire des photos, on peut avoir certaines approches. On peut se dire, j'ai envie de tout photographier. Pour tout photographier, parce que la première fois de ma vie que je vais à Venise ou à New York et je veux rien rater. Donc là, on se dit, je vais emmener tout mon fourre-tout, mais bon, c'est impossible parce que c'est trop lourd. Donc je vais prendre, un zoom extrême, on va prendre un 28-300. Je vais pouvoir tout photographier, tout faire, tout ramener. Et pourquoi pas? Il a raison, ce personnage, de partir comme ça. Par contre, si quelqu'un va être dans le même voyage, il va aller à Venise pour la première fois, mais il va être différent dans son approche, il va se dire, de toute façon, je ne peux pas tout photographier. Donc, si je ne peux pas tout photographier, pourquoi est-ce que je m'embêterais à emporter un zoom avec lequel, d'abord, je ne suis pas forcément très à l'aise. Et puis, je me dis, tiens, j'ai mon 35 qui me plaît depuis longtemps, je l'utilise toujours, je le connais bien, je sais comment m'en servir, je sais comment l'utiliser, je connais tout le cadrage. Et puis, avec lui, je vais partir comme ça à Venise et je vais faire les photos que je pensais. Et puis, en plus, sur place, il y a aussi l'approche qui va être différente. On se dit, au 35, je vais faire un peu de paysage, je vais faire du groupe. Puis d'un seul coup, on se prend à faire autre chose. On fait du portrait, on découvre du détail d'architecture, on découvre de la macro ou du gros plan, on découvre plein de choses. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec le 35, on a fait autant d'images qu'on aurait pu faire avec un zoom. Mais c'est juste que l'approche était là dans le plaisir ou dans l'angoisse. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, je mets toujours les deux, c'est-à-dire plaisir et angoisse. L'angoissé va partir avec un zoom, je schématise, attention, et puis le plus rassuré ou le plus progressif ou le plus à même de sa pratique va partir avec une focale fixe. On peut le voir comme ça, sa prolongation du plaisir. Oui, en tout cas, avec l'accumulation de matériel, il y a un risque de dispersion.
et du coup de produire peut-être beaucoup d'images, mais de se perdre un petit peu dans les changements, le risque aussi d'abîmer son matériel ou d'exposer le capteur, etc. Donc finalement, la contrainte et partir avec une focale fixe permet aussi de faire beaucoup de choses, mais on y reviendra un peu plus tard. Par contre, sur la notion de plaisir, il y a quelque chose qui interpelle, je trouve, quand on lit les tests de manière générale. Hein. Bon, nous, on en a fait beaucoup avec Arthur à l'époque pour nos médias respectifs, mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas une jauge de critères plaisir dans les barèmes de notation? Je parle de tous médias confondus. Hein. Oui. Ben, ça va être difficile parce que c'est ce que disait Ronnie à la fin de sa virgule. Le plaisir est subjectif. Et donc, alors après, si on connaît le testeur ou si on a l'habitude de le lire, c'est comme pour de la musique, comme pour n'importe quel magazine où on lit une critique de film ou je sais pas. Si on connaît le testeur, on comprend tout de suite qu'il kiffe, quoi. Voilà. Ouais. Ou alors, et puis on va se dire, et puis quand on va te lire, bien sûr, on lit ce que on veut lire, ce que pense Pierre-Marie. Bien sûr. Tu vois, je vais sur DP Review, je veux savoir ce que dit un tel ou chez Réponse, pareil. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut quand même que les gens entre guillemets nous connaissent, ça, c'est-à-dire sentent comment on fonctionne, parce que une réflexion sur un plaisir sur un plaisir peut être mal prise ou mal comprise si on ne comprend pas, si on n'a pas déjà un peu vécu avec le testeur, quoi, entre guillemets, si on n'a pas un petit peu lu ce qu'il a écrit, ou si jamais le danger, c'est ça. Moi, ce qui me fait toujours peur de donner mon avis, un avis subjectif sur l'approche, sur le plaisir, c'est de me dire que la personne ne comprenne pas ce que je veuille vraiment dire, parce que ça devient trop subjectif, quoi. Voilà. Et puis, finalement, quand même, pour cette histoire de focale fixe, il y a un côté héritage historique, hein, parce que la photographie a commencé naturellement avec des focales fixes. C'est-à-dire que l'arrivée des premiers zooms, hein, c'est pas non plus hyper récent, hein, ça date aux alentours de 1960. Et voilà, tous les grands maîtres de la photographie travaillaient avec des focales fixes. Alors, je vais sauter les deux pieds dans le plat, hein, Cartier-Bresson. Voilà, ils fonctionnaient avec de la focale fixe. Il y a cette notion quand même un petit peu aussi d'héritage, de marcher dans les traces d'eux, de faire à la manière d'eux quand on travaille avec une focale fixe. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Et on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Plaisir, angoisse, compréhension. Le fait de se dire, on se met dans les pas de quelqu'un parce qu'on ne se sent pas encore forcément des fois légitime d'une pratique. On ne se sent pas encore légitime. La photo, c'est un média artistique. Donc, à partir du moment où il y a l'artistique, il y a aussi le fait... Là encore, quand on fait des photos, on les fait pour soi, beaucoup, mais on les fait aussi pour les partager. Et il faut que les gens nous comprennent aussi, donc, dans ce truc-là. Et la peur de ne pas être compris quand on fait une image ou quand on fait quelque chose, fait qu'on essaye justement de se raccrocher à des choses qui existent, donc notamment à du matériel, par exemple. C'est vrai que sur les festivals, on voit très souvent les gens qui demandent avec quel objectif ça a été fait, avec quel appareil ça a été fait, pourquoi vous avez utilisé cette focale-là, et puis, entre guillemets, ils vont aller s'acheter l'appareil pour faire la même photo. C'est une démarche, pourquoi pas. Peut-être qu'elle leur permettra de prendre confiance, de trouver un style, de trouver autre chose, et de trouver leur propre démarche, peut-être quitte après à laisser tomber cet appareil ou ce zoom en se disant, bah non, c'est pas pour moi, c'était pour lui, mais c'est pas pour moi, et j'ai trouvé autre chose dans cette focale fixe ou dans ce zoom. Ou trouver sa propre focale, parce qu'il est question d'éducation du regard aussi. C'est-à-dire que ce qui est vachement intéressant de partir avec une focale fixe, c'est de se rendre compte en fait de se faire sa vision. Qu'est-ce qu'un 40 qu'est-ce que je vois à 40 quel est l'angle de champ, qu'est-ce que je vois à 135, etc. Bon, et c'est vrai que peut-être finalement, pour commencer, un zoom est pas mal, parce que un zoom permet aussi de se rendre compte, quand on va un petit peu chercher dans les données EXIF parmi un lot d'images, on peut regarder, filtrer toutes les images qu'on a prises à telle ou telle focale, et on se rend compte, souvent avec le temps, que on a des focales de prédilection sans vraiment s'en rendre compte. Ouais, ok. Mais n'empêche que je pense peut-être pour un utilisateur débutant, novice, en photographie, il ne fait pas les mêmes photos avec un zoom qu'avec une focale fixe, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, avec une focale fixe, on zoome avec ses pieds. Ça change tout. Je veux dire, si je fais un portrait au 100 mm ou si je fais un portrait au 35 mm en me rapprochant de mon sujet, je n'ai pas du tout la même image. Alors, il faut être pragmatique, les zooms, c'est polyvalent. Hein, ça permet de s'approcher ou de s'éloigner un peu virtuellement de son sujet, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pour ça que c'est
plutôt pas mal de conseiller aux débutants de partir avec un petit zoom et de s'éduquer le regard en variant les focales, les distances. Enfin, à mon avis, c'est plutôt un bon choix, quoi. Puis le zoom, il apporte quand même aussi un avantage indéniable, c'est que ça permet d'avoir un système qui tout bêtement est plus compact et plus léger d'un certain point de vue, puisque au lieu de se trimballer dans son sac 3-4 focales fixes pour pouvoir couvrir du grand angle au petit télé, on n'a qu'un seul objectif, monter en permanence sur l'appareil, comme tu l'as dit, on évite les manipulations, on évite les risques de casse, et puis d'un certain point de vue, on a une réactivité totale, absolue, quoi, parce que on peut se rapprocher instantanément d'un sujet ou s'en éloigner au besoin. Oui, et puis en plus, comme disait Benjamin, le zoom, ça peut être aussi une succession de focales fixes. Donc rien n'empêche quand on débute ou même quand on pratique. C'est aussi des fois la contrainte, comme disait Benjamin, est formatrice. Quand on démarre je sais pas, on peut avoir aussi des moments, des manques d'envie de photographier. La technique, ça peut être tout bêtement, sans aller acheter un nouvel objectif ou un nouveau matériel qui souvent te donne l'impression, allez, je vais acheter un nouvel objectif, comme ça je vais me remettre à la photo. Non, peut-être qu'avec ce qu'on a déjà dans son sac, même si c'est un zoom, on le met à 28, on met du scotch, on bloque la bague et on part comme ça dans la rue, à ce en moment-là, autant paysage. s'acheter un 28, quoi. Enfin... Oui, mais si tu ne sais pas que c'est le 28 Oui, qui voilà, te plaît, avant de l'acheter. C'est un très bon exercice, ça. Ouais. Très, très bon exercice. Et bon, c'est utile en vidéo aussi quand on veut éviter de faire varier le zoom. On a un zoom, on veut garder un cadre fixe. Je pense aux propos de Raymond Depardon en entrée quand il parlait de cette fameuse scène d'athlétisme figée en cadre fixe. On peut essayer de bosser et de faire des essais avec un zoom en fixe en mettant un petit bout de scotch. C'est effectivement très, très formateur. C'est ça, ouais. Moi, je pense que ça permet de trouver, comme disait Benjamin, sa focale, parce que après on peut bien sûr acheter un 28. Et c'est focal, hein. Ou c'est focal, trouver c'est bien focal. sûr. On a souvent tendance on peut parler de l'école du 24 ou du 28, après l'école du 40 ou du 35, et puis souvent il y a des combinaisons de quelqu'un qui va aimer le 24 va peut-être après aimer serrer au 35. Ça peut cohabiter. On peut photographier au 28 et au 40 en parallèle. C'est deux focales que j'aime beaucoup aussi. Et comme ça, au fur et à mesure, c'est une éducation du regard, vraiment à proprement parler. Alors, Pierre-Marie, tu évoquais un zoom pour les angoissés, un 28 300 mm. Moi, personnellement, c'est utiliser un zoom comme ça qui m'angoisserait profondément. Si on rentre un peu plus en détail dans les zooms, finalement, les zooms, ils s'articulent presque comme des focales fixes, puisqu'on a différents types de zooms. On va trouver des zooms grand angle, on va trouver des zooms transstandards, on va trouver des petits télézooms, des super télézooms. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples comme ça de modèles de zoom qui rentrent dans chacune de ces catégories? Alors, si on regarde actuellement, parce que la technologie optique a énormément progressé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, si on parle le zoom central, on va dire le zoom que les gens vont utiliser dans 90% des cas, c'est le transstandard qui démarre du grand angle qui, il y a 20 ans, était un 35 mm et allait jusqu'au 80 mm. Donc un petit téléobjectif avec une ouverture moyenne, on va dire de f4 ou f5.6. Avec le temps, la technologie optique a progressé, les lentilles moulées, les conceptions assistées par ordinateur de lentilles, d'objectifs, de formules optiques. Le 35 est devenu un 28, le 80 est devenu un 105. Et puis avec le temps, maintenant, on arrive plutôt sur du 24. Et puis à l'autre bout du range, on est à 120. Donc on obtient des zooms qui sont des 24-120 qui permettent déjà de faire 100% des photos si on part du principe qu'on va faire tout avec ces focales-là. Donc ça, c'est le zoom qui est au centre, on va dire, d'un équipement normal ou d'un équipement standard. Déjà, pour un amateur qui est expert, qui veut déjà faire plein de choses. Le 24, le zoom transstandard avec 24-70, 24-105 ou dans ces focales-là. Sachant que pour compléter ce que tu dis, par transstandard, ça veut dire un zoom qui couvre la focale standard de 50 mm. Bien sûr, par exemple, un 24-35 ne va pas être considéré comme un transstandard, mais un 24-50... oui, va rentrer dans cette catégorie. Voilà. On englobe la focale standard de 50 dans l'appellation.
Et puis on a aussi donc les zooms grand angle, Alors voilà, après, pour les férus de paysages, de reportages ou des choses comme ça. Alors moi je pense typiquement à un 14-24 mm, voilà. membre fondateur de la sainte trinité des zooms à f2.8 constant. Alors chez Sigma, voilà, ils proposent le 14-24 de 8, le 24-70 de 8 et ils viennent enfin d'annoncer il y a quelques jours, il y a quelques semaines, l'arrivée du 70-200 de 8. Alors, tous les constructeurs, hein, ils ont cette trinité-là. Donc, les zooms grand angle, les zooms transstandards, les petits télézooms, les 70-200. Puis après, on a les machines de guerre, là, les 150-500, 150-600, les 100-400, les trucs comme ça, quoi. Mais tu parles du 70-200 Sigma, ils ont aussi lancé un 10-18 grand angle pour Ah APS-C, oui, 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 qui est oui, une oui, oui, bien sûr. excellente optique, Ouais. minuscule, qui est vraiment, un formidable petit objet. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Canon vient de sortir un étonnant 10-20 mm en sériel, très impressionnant aussi, En zoom grand angle. en zoom grand angle, ouais. Donc il y a un large choix là aussi. Donc, dans ce même domaine-là. dans les zooms, si on veut des trucs un peu qualitatifs et un peu lumineux, on va quand même se retrouver avec 3-4 objectifs dans le fourre-tout pour pouvoir absolument tout couvrir. Et on l'a déjà un tout petit peu évoqué, c'est assez rigolo quand même de le souligner. Il y a certains constructeurs sur certaines optiques qui marketent finalement comme si c'était une série de focales fixes tout en un. Tu évoquais, Benjamin, tout à l'heure, le 24-35 mm f2 Sigma, qui était une optique du temps du réflexe, qui serait d'ailleurs de très bon goût, Sigma, si vous pouviez la relancer en version hybride. Et plus récemment, on a Tamron et Samyang qui ont un 35-150 mm f2 de 8, qui est un peu marketé comme... ben voilà, avec une seule optique, vous avez le 35, vous avez le 50, vous avez le 85, vous avez le 135 et jusqu'au même 150 mm. Ouais, en micro 4 tiers, je citerai les Lumix 10-25 1.7 et 25-50 1.7. Ouais. Alors là, c'est assez remarquable parce qu'on a des zooms, alors pour le coup, qui sont quand même assez trapus, mais qui ont une grande ouverture, et là, qui permettent notamment en vidéo d'avoir, comme tu le disais, presque plusieurs focales fixes en un seul objet. Et Pierre-Marie, moi, je me suis toujours posé une question, alors que ce soit dans l'univers de l'optique, que ce soit pour des zooms ou pour des focales fixes, pour le coup, pourquoi on a toujours les mêmes focales ou les mêmes plages de focales? Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 22 mm? Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 20-80 mm? Bah non, on a un 24, on a un 28, ou on a des 70-200 ou des 24-70. Pourquoi? Là encore, on va dire, c'est historique. C'est ce qui a permis le développement de l'optique industrielle. Ce que je disais tout à l'heure sur le zoom transstandard qui démarrait à 35, qui se terminait à 80 et qui est maintenant devenu un 24-120, on a quand même dans le zoom de toute façon toujours un petit peu comment on va dire, la plage de focale est liée un petit peu à une pratique, à une existence de focale, et on retombe sur des valeurs de focale fixes, parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose. Alors, on a un gros passé de la photo qui est lié au 24-36, donc forcément les focales que l'on a, et on parle souvent en focale convertie si jamais le capteur n'est pas de la taille de 24-36, on se ramène toujours à ce qu'on connaît, ce qu'on nous permet de comprendre, ce qui nous permet d'assimiler un petit peu l'angle qu'on va avoir avec ces appareils-là, ces objectifs-là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de couper. On commence par exemple sur le zoom transstandard, on commence au grand angle, ou maintenant au grand angle, à l'ultra grand angle, puisqu'on arrive au 24, on va jusqu'au 50 et au petit télé, même un petit peu plus long télé maintenant sur le 120. Et après, donc les zooms se partagent, parce que c'est aussi une question de fabrication. C'est impossible de faire un zoom, ça serait l'idéal, tous les photographes en rêvent, on va dire. Ah bah, ça serait quoi, tiens, voilà, typiquement sans aucune contrainte, là, le zoom de rêve, là, pour vous deux? Un 12-600 ouvrant à 1 qui pèse 500 grammes. Non, mais pour rebondir sur ça, il y en a des focales originales de plus en plus d'ailleurs. Et Tamron, notamment, se distingue pas mal. Ils vont faire des 17-28 avec après un 28-75 et après un 70-180. Ouais, c'est vrai. Finalement, c'est plutôt original. Donc, on va pas parler de la OUA, on en reparlera, mais on trouve vraiment des choses très singulières et de plus en plus. Donc, finalement,
on parvient à se démarquer un petit peu de tout ça. Sous-entendu dans le jargon 24-36, puisqu'on rappelle que quand il est question d'optique APS-C, C'est etc., toujours sur une base c'est 24-36. il faut retrouver l'équivalent. Donc, Et voilà. puis après, les plages de focale, c'est ce que disait Benjamin, par exemple, sur le 70-180 Tamron, elles peuvent évoluer pour repousser une contrainte ou pour éviter, par exemple, d'avoir un encombrement qui augmente trop. Sur un 70-200, Tamron a fait le choix d'un 70-180 en réduisant un petit peu la focale extrême. Ça permet d'avoir une compacité et une légèreté de l'objectif qui se différencie donc du coup de la concurrence et qui peut être un point plus positif pour un futur acheteur. Ok. Alors, voilà, si cette notion de plaisir, là, dont on a parlé, elle est évidente en photographie, en vidéo, par contre, on est plus dans le monde de la raison et de l'efficacité. On peut donc naturellement imaginer que le zoom règne en maître dans cet univers. Et ben, il n'en est absolument rien, puisque vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéastes qui ne jurent que par la focale fixe et plus précisément par la série de focales fixes. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe et réalisateur Quentin Caffier qui nous explique pourquoi. Alors le choix entre zoom et focale fixe, il va forcément dépendre de quel type de vidéo on va faire. Je ne vais pas dire que le zoom n'a pas d'intérêt. Il en a, par exemple, quand on est dans des configurations de reportage, de documentaire, des configurations dans lesquelles il va falloir qu'on change très très vite de focale. Il faut qu'on aille vite, on n'a pas le temps de se poser. Néanmoins, même s'il y a des zooms de très très bonne qualité, notamment des zooms cinéma, c'est difficile d'avoir des corrections parfaites à toutes les focales. Il y a forcément des compromis qui doivent être faits. Alors ça peut être des compromis en termes d'ouverture, ça peut être des compromis en termes de déformation optique. Et donc, dans des pratiques dans lesquelles on a un peu plus le temps, comme la fiction, la publicité, le clip, on va préférer prendre des focales fixes parce que on est sûr que chaque focale va être parfaitement corrigée. Alors souvent, une caméra vidéo, elle va être utilisée avec d'autres accessoires, notamment par exemple, on peut utiliser des gimbals, on peut utiliser beaucoup d'éléments pour donner du mouvement. Et par exemple, sur un gimbal, on va être amené à l'équilibrer, il y a des notions de poids, etc. Comme j'expliquais, souvent, on va aussi rajouter une matbox pour ajouter des filtres, pour changer un peu le rendu de son image. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a besoin d'avoir des optiques qui déjà extérieurement sont cohérentes entre elles. C'est-à-dire que quand on va prendre une série d'optiques fixes, on va prendre des optiques qui, dans le meilleur des cas, ont le même poids, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils aient le poids le plus proche possible, qu'ils aient à peu près le même form factor, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui soit beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que l'autre. Ce qui est obligatoire, c'est qu'elles aient toutes le même diamètre en extérieur, ce qui permet de monter les mêmes filtres et la même matbox. Donc voilà, déjà, c'est des éléments qui font que, du coup, on va pouvoir les adapter plus facilement. Et il y a aussi la question de la cohérence du rendu. Chaque optique, elle a vraiment son rendu. C'est pas qu'une question d'ouverture, c'est aussi la manière dont elle va rendre les couleurs, la manière dont elle va restituer le contraste, la manière aussi dans laquelle elle va, par exemple, avoir du flair ou plein d'éléments qui étaient considérés comme étant des défauts, mais qu'on va rechercher aujourd'hui pour avoir une image qui est un petit peu plus stylisée. Alors, finalement, cette notion de cohérence de rendu, bon, elle est particulièrement importante en vidéo, elle l'est aussi d'une certaine façon en photo. Je me pose une question. Si on prend un 50 mm 1.4 Art Sigma, qu'on le cale à 2.8, qu'on fait une photo et qu'on fait la même photo avec le 24-70 mm 2.8, toujours chez Sigma, calé à 50 mm, est-ce qu'on a la même chose? Alors, ça dépend ce que tu appelles la même chose. Bah, le même rendu esthétique, voilà. Alors, on va... Ça englobe plein de choses, hein, cette Oui, notion-là, hein, évidemment. Alors, on va détailler un petit peu ça. Donc, au niveau piqué, au niveau, donc, on va dire rendu des détails, restitution des détails, connaissant les deux objectifs, on va avoir un petit peu plus de piqué sur la focale fixe parce qu'on va déjà avoir fermé un petit peu le diaphragme et donc on va commencer à travailler dans une zone où il sera plus à l'aise, même si déjà le 50 mm 1.4 Art est déjà extrêmement bon à pleine ouverture. Mais dès que l'on ferme un petit peu le diaphragme, on améliore un tout petit peu en général le piqué, quel que soit l'objectif, que ça soit un zoom, que ça soit une focale fixe. Donc si la focale fixe est déjà un petit peu plus fermée, elle va avoir un pouvoir de résolution, on va parler avec des termes qui font un peu peur, elle va avoir un meilleur piqué, elle va avoir l'impression d'une plus grande netteté, voilà. Et le zoom, lui, qui va être à pleine ouverture, pour avoir la même chose, il faudrait fermer un petit peu, mais si on ferme un petit peu, on va changer la profondeur de champ par rapport à la focale fixe. Donc à focale
égale, à ouverture égale, le rendu sera peut-être un peu différent, ce que les gens vont trouver comme étant des fois plus net, plus ci, plus là, plus un rendu soyeux, plus un rendu crémeux, plus un rendu tout ce qu'on veut, les fameux bokeh, les choses que l'on voit ou qui sont vraiment du ressenti subjectif, est lié aussi donc à ça, est lié au fait de la différence déjà de travail de la focale fixe et du zoom, aussi de la formule optique, puisque une formule optique d'un zoom, c'est souvent plus complexe qu'une formule optique d'une focale fixe. Donc, il y a plus de lentilles. S'il y a plus de lentilles, il y aura plus de lumière qui va traverser. Il y aura plus, par contre, il y aura plus de reflets au passage de la lumière, puisque à chaque phase de lentille, on va avoir des reflets. Donc, ça va changer un petit peu le rendu. C'est ça qui va des fois ajouter des taches de couleur, qui va ajouter un peu de bokeh, qui va faire des jolis reflets, ou qui va donner du flair, ou qui ne va pas en donner. Donc là, le rendu sera peut-être différent. La signature sera différente. Mais dans l'absolu, pour moi, le rendu colorimétrique avec le numérique, je ne vais pas dire que c'est du pipeau, mais c'est du pipeau. Ouais, on peut matcher après, quoi. C'est ça, puisque si on travaille, après, si on développe sa photo, ou si on la retravaille un petit peu, on peut obtenir la même chose. De toute façon, déjà, le capteur, si on travaille, mettons, en balance des blancs automatique, va corriger. Et si même un objectif avait un rendu bleu et puis l'autre un rendu rouge, avec la balance des blancs automatique, le capteur va tout caler et on va avoir un rendu qui sera normal et moyen sur les deux objectifs. Ah, mais c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à se restreindre au piqué ou Bien sûr. à la restitution de détails d'une optique. Et toi, tu viens de parler de signature, avec tout ce que ça englobe. Et ça explique pourquoi aussi, même en vidéo, on a souvent un intérêt pour les optiques d'un autre temps, etc., qui ont vraiment une signature très particulière et qui va éviter toute comparaison, en fait, Bien sûr. quelle que soit la focale. Et ça, c'est vraiment très important à garder à l'esprit, quoi. Alors, on a cette cohérence de rendu, puis on a la cohérence de l'objet. Et pour le coup, les constructeurs d'appareils photo, avec les développements des nouvelles gammes hybrides, essayent un peu de tendre vers cette philosophie de séries de focales fixes vidéo à proposer des optiques qui soient cohérentes. Je pense par exemple à Tamron, qui met un point d'honneur à garder toujours, tant qu'ils le peuvent, le diamètre de filtre frontal sur leurs objectifs de 67 mm. Mais il n'y a pas que, on pourrait parler de quoi? Lumix a une série S de focale fixe ouvrant à f1.8 qui a le même form factor aussi, donc qui a vraiment été développé pour ça, donc c'est 24, 35, 50, 85, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Hein, c'est ça. Et qui ouvre tout avec f1.8. Il y a même un 18, un 18 un 8 en aussi, entrée. On parlait de focales un peu particulières, celui-ci en fait partie. C'est pas des focales qu'on a l'habitude de voir en grand angle couvrant le 24-36. C'est tout à fait vrai. Et au-delà du filetage, donc Quentin en parlait dans son témoignage, il parlait de la configuration des matbox, puisque tout ça est finalement inspiré de la vidéo, et c'est des demandes de vidéastes d'avoir des gabarits, donc le form factor, j'ai essayé de le traduire un peu, d'avoir des dimensions physiques égales d'une optique à l'autre pour pouvoir les utiliser notamment sur des gimbals, des stabilisateurs, et ne pas avoir à refaire la calibration systématiquement. Donc il est vrai que cette série d'optiques que tu viens de citer, un 8 par exemple, partage le même poids, le même diamètre, la même longueur, à parfois quelques millimètres près, et le même diamètre de filtre. Mais ça, c'est vraiment dans l'optique d'un usage vidéo. Ouais, puis on a deux constructeurs, Canon et Sigma, qui ont même décliné toute une série de leurs objectifs en version cinéma ou vidéo, enfin on appelle ça un peu comme on veut, qui sont proposés soit dans leur monture native respective, soit dans cette fameuse monture universelle PL, qui sont complètement recarrossés, avec des bagues avec des bagues crantées, aussi bien pour la mise au point que le diaphragme, qui sont toujours positionnés au même endroit pour simplifier la manipulation des opérateurs sur les tournages, et que passer d'un 24 au 35, ça prenne le moins de temps possible. Oui, il y a Samyang aussi, qui propose une très belle gamme ciné. Et Laowa, Sirui aussi. Alors, Sirui, oui, des optiques anamorphiques plutôt qualitatives et abordables. Et Laowa qui s'y met, qui commence à sortir Ils s'y mettent tous. des optiques anamorphiques. Irix aussi en fait. Oui. Fuji aussi a une gamme d'objectifs cinéma. C'est porteur en ce moment. Bon. Alors, on va essayer de rentrer maintenant dans l'objectivité. Désormais, en se posant la simple question, qu'est-ce qui est le plus performant optiquement, un zoom
ou une focale fixe? Alors, on a déjà donné des pistes de réponse dans notre discussion, mais pour amorcer notre réflexion sur ce sujet, on vous propose d'écouter le témoignage du journaliste Xavier Delatuley, spécialiste en tests d'optique, qui nous partage son expérience et son analyse. On l'écoute. Les focales fixes sont plus facilement qualitatives que des zooms. C'est pour ça que pendant très longtemps, d'ailleurs, elles étaient uniquement présentes sur les appareils photo. On a commencé à voir les zooms apparaître dans le courant des années 80. Après, avec l'arrivée des systèmes autofocus, fin des années 80, 86, 87 exactement, on a commencé à avoir systématiquement des zooms sur les appareils réflexes, parce que c'était plus simple de gérer un zoom autofocus qu'une multitude de focales fixes. Les progrès en optique de ces dernières années ont continué à se poursuivre, et aujourd'hui on arrive à des qualités d'image aussi bien par les zooms que les focales fixes qui sont très très élevées, parce que les optiques ont vraiment vraiment évolué, notamment grâce aux verres spéciaux à faible dispersion, à haute indice de réfraction. On mélange les deux pour corriger les aberrations. On a aussi maintenant des surfaces asphériques de lentilles qui permettent de corriger les aberrations. Et tout ça, rentrant dans des zooms ou dans des focales fixes, donne des qualités d'image qui sont bien meilleures à ce qu'on avait autrefois. Donc, les objectifs ont progressé, aussi bien focale fixe que zoom, mais le problème, c'est que ça fait coûter le matériel beaucoup plus cher. Là aussi bien les focales fixes que les zooms. Un bon 50 mm f1.4 du temps de l'argentique, ça coûtait 400 €. Aujourd'hui, un bon 50 mm f1.4, ça coûte 1700 €. C'est beaucoup plus cher, mais c'est bien meilleur. Et alors, la grosse différence du côté des focales fixes, elle tient au fait que autrefois, pour avoir une image correcte avec un objectif très lumineux, que ce soit zoom ou focale fixe, il fallait diaphragmer un peu. Aujourd'hui, avec les optiques qui sont fabriquées, on a des matériels, des objectifs qui sont bons dès la pleine ouverture, même que ce soit focale fixe ou zoom. J'ai encore testé récemment un 50 mm de chez Sony ouvert à f1.2. Il est parfait dès la pleine ouverture. Sur les zooms, c'est la même chose. Simplement, les zooms sont forcément moins lumineux que des focales fixes équivalentes, parce que sinon, ça ferait des objectifs beaucoup trop lourds et beaucoup trop chers à utiliser. Bon, bah, du coup, cette idée, ancrée dans l'inconscient collectif que, la focale fixe est plus qualitative que le zoom, c'est pas si évident que ça, hein. Non, c'est vrai que Xavier a raison sur l'optique moderne a vraiment changé les choses, quoi. Les formules optiques n'ont plus rien de compréhensible. Si avant, un 50 mm ou même un 35 pouvait être ce qu'on appelait un Gauss ou si malheureuse petite lentille, on arrivait presque à refaire le chemin optique sur sa feuille. Là, maintenant, je défie quiconque dans une formule, même d'une focale fixe, de trouver par où vont passer les photons, hein. Moi, tracer le chemin optique, j'y arrive pas, hein. Donc, bon. Non, mais blague à part, je pense que c'est ça qui a vraiment progressé. Il a raison. Les objectifs, les focales fixes sont un peu meilleurs lorsqu'on ferme le diaphragme. Mais on est pratiquement au même niveau, on va dire. Si on prend au-delà de 5-6, le niveau n'a pas vraiment monté, ou légèrement monté. Mais la grosse différence, c'est aux grandes ouvertures. Là, elles sont vraiment utilisables à plein dès la grande ouverture, avec on va dire le problème ou la chose qui fait apparaître, c'est que comme elles sont super bonnes à pleine ouverture, on n'a plus les défauts qui dans le temps nous faisaient rêver ou qui nous donnaient des images différentes, ouais. Qui donnaient donc la signature de l'objectif, justement le fait d'avoir des défauts optiques qui lui donnaient une signature et qui lui donnaient donc son caractère que l'on pouvait rechercher pour un type d'image, pour du portrait, avoir les angles qui sont un petit peu barré dans tous les sens, avec des couleurs qui partent dans tous les sens, ça pouvait apporter une certaine plus-value à l'image pour celui qui savait l'utiliser.
Alors après, bon, on va quand même pas regretter que les objectifs soient utilisables à pleine ouverture, mais ça a changé un petit peu la donne. Non, puis ça veut dire qu'il faut être très précis au niveau de la mise au point aussi. Ah, par Pour le contre, coup, c'est sûr. ça pardonne pas. Mais c'est le cas. Bon, ici, tu es le 51.2 de Sony. Là, on peut faire confiance aux derniers algorithmes AF de Sony, notamment la 7R5, pour avoir des mises au point vraiment comme il faut. Mais il dit aussi quelque chose de très vrai, Xavier, c'est la hausse tarifaire qu'il faut quand même signaler parce qu'elle est manifeste. C'est vrai que quand on pouvait commencer avec un petit 51.8 en réflexe, acheté entre 150 et 200 euros, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire plaisir avec une focale fixe lumineuse de qualité, il faut quand même investir, et ça, c'est un petit peu dur, quoi. Oui, c'est vrai que la seule marque qui est revenue là-dessus un petit peu, c'est Canon avec son RF 50-1.8 là, pour ses hybrides, qui a sorti un 50-1.8. Alors, il est pas à 150 euros comme on l'avait dans le temps, au moment des réflexes, mais là, il est pas à un 4 200. Non, mais il est à 1.8 et il est à 230 ou 240 euros. Ça reste quand même abordable avec une qualité qui est vraiment, là aussi, grâce au progrès de l'optique. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que les focales qui étaient moins chères, qui étaient économiques avant, ont progressé aussi. Et donc, bien sûr, les tarifs ont vraiment augmenté, mais je pense que c'est une question aussi après de volonté des constructeurs. Nikon a ressorti là récemment un petit 26-2.8, un 28-2.8. Ils sont pas trop chers, c'est des optiques. Les 40 F2 voilà, qui sont effectivement dans les... des bonnes optiques, mais avec des constructions qui restent un petit peu légères. Moi, j'avoue que, par exemple, Fuji, qui a toute une série de focales fixes, un petit peu premium, avec des bacs de diaphragme, des constructions un petit peu en métal, des pare-soleils systématiquement et une haute qualité optique. Là, je peux comprendre que le prix soit un petit peu plus élevé. Je vais vous donner des petits exemples. Pour le coup, on va parler d'un 85 mm, qui est pour le coup une focale à portrait qui fait rêver beaucoup de monde. Si on veut quelque chose de très lumineux, on va dire en dessous de 1.8, chez Nikon, il y a un modèle 1.2 qui existe. Alors accrochez-vous, 3 350 euros l'optique. Chez Sony, il y a un modèle 1.4 G Master moins cher, mais bon, quand même 1 900 euros à sortir. Chez Sigma, un modèle 1.4 beaucoup plus abordable, 1 100 euros. Et chez Canon, un modèle 1.2 à 3 200 euros. C'est des prix quand même qui sont plus que élitistes. Alors, chaque constructeur, généralement, ils essayent d'avoir 2 versions de ces focales fixes un peu emblématiques. Donc, des modèles comme ça là, qui font rêver, totalement inabordables, et des modèles un petit peu moins lumineux qui ouvrent un 8 ou qui ouvrent un 2. Voilà, qui tournent après, grosso modo, selon les marques, selon les moments, aux alentours de 600 euros. Donc, c'est très cher. Les focales fixes de dernière génération, mais les zooms aussi sont extrêmement chers. Prenez l'exemple d'un 24-70 mm 2.8, qui est quand même le zoom qui fait rêver beaucoup de monde. Pour trouver en dessous de 2000 euros, faut s'accrocher, c'est pas compliqué, c'est pas possible. En tout cas, sur les optiques officielles en full frame, il n'y a que Sigma et Tamron qui, pour le coup, proposent des choses un petit peu plus abordables. Et Samyang, 1200 euros pour le modèle Sigma et 880 euros pour le modèle Tamron. Comment on peut justifier ce grand écart stratosphérique entre, prendre l'exemple de la monture Sony E, un 28-75 mm f2.8 G2 Tamron à moins de 900 balles, et le modèle G Master 2 chez Sony à 2400 euros. Alors la différence, elle vient, comment on pourrait couper? On va dire que le modèle ouvrant à 1.2, le modèle luxe, est vendu trop cher, et le modèle... Ah non, les deux, ils sont à 2.8 là. Les deux, ils sont à 2.8, je te parle des 24-70 là. Alors là, après, ça, c'est des volontés de constructeurs. Il y a, quand même. Je pense que les grandes marques on est sur un marché de la photo qui a énormément réduit en valeur et en nombre. Donc, si avant, ils pouvaient amortir, on va dire, leur objectif sur, je ne sais pas, mettons 10 000 ventes, maintenant, il va falloir l'amortir, donc amortir toute la recherche qui est derrière sur, mettons, 5 000 ventes, parce que le marché s'est copieusement réduit. Ça peut justifier. Alors après, il y a aussi le fait que ces objectifs-là font rêver. Ils savent que de toute façon, malheureux à dire, mais même s'ils les mettaient 500 euros moins cher, ils n'en vendraient pas plus. Donc, il y a un engouement autour de ces focales. Les gens achètent aussi ces focales parce qu'elles font rêver, parce que ce n'est pas l'objectif de monsieur tout le monde.
c'est aussi ça. C'est aussi, on achète un petit peu de rêve, on achète du plaisir, on achète des choses. Et là, les constructeurs l'ont bien compris. On est les premiers responsables aussi, hein, les photographes. Si on rêve devant un 1.2, moi, quand j'ai commencé la photo, j'avais un 85-2, ouvrant à 2, mise au point manuel. Et puis, je m'en contentais, il marchait bien, j'en étais content. Et voilà, maintenant, il y avait le 85 1.4 qui me faisait rêver, mais je l'ai jamais eu, parce que je n'avais pas les moyens, en plus. Mais je pense que là, maintenant, les gens sont un petit peu responsables aussi. On donne, nous, on le voit bien dans la revue, quand on teste des objectifs, si on teste les 1.4, on a plus de retours que si on teste des 2.8. Les focales font rêver, c'est toujours pareil. Et pourtant, il peut y avoir aussi des modèles qui s'intercalent, qui sont des compromis. Alors, Arthur, tu citais tout à l'heure les 85 mm, qui font un peu rêver, les 1.4, les 1.2. Oui, des focales comme le 65 mm f2, que j'ai acquis récemment de Sigma, qui apprend à voir un peu différemment, qui est un télé, qui est tout petit, qui est construit tout en métal, le pare-soleil est en métal, la bague de diaph est super bien dessinée, etc. C'est un plaisir à l'utilisation, la qualité optique est super sympa, on a un bokeh très profond. Ça reste, c'est pour le coup une optique un peu abordable, qui est une belle signature, et on sort de ces espèces de prismes de 85 mm, de 50 mm, et donc je pense que sur le marché, en regardant de plus près, il y a quand même beaucoup d'offres, et on peut tomber sur des modèles un peu à part, qu'on va prendre du plaisir à utiliser, et qui seront pour le coup proposés à des tarifs beaucoup plus normaux. Ouais. Mais en tout cas, si on veut investir dans du haut de gamme, on va appeler ça comme ça, finalement, investir dans un zoom est plus économique, même compte tenu du prix des zooms, que d'investir dans des focales fixes. Je vais vous prendre un exemple. Je reviens sur le 24-70 de 8 G Master 2 de chez Sony, qui est proposé à 2400 €. On va se dire que cette optique, elle couvre les 3 focales, le 24, le 35, le 50. 1.4 disponible chez Sony, et le cumul de ces 3 objectifs vaut 4700 € chez Sony. Donc même en raisonnant comme ça, c'est plus intéressant, c'est plus stratégique, c'est plus économique de se lancer dans un zoom haut de gamme, quoi. Après, ça dépend, parce que là récemment, j'ai échangé avec un ambassadeur Sony, Michael Peralta, qui utilise beaucoup un A7R5 avec un 24 mm 1.4 G Master, donc A7R5 60 millions de pixels, une optique qui excelle en termes de piqué dès la pleine ouverture. On peut estimer, comme lui par exemple aime bien les focales de 24 et 50, qu'on peut avoir 2 focales d'extrêmement bonne qualité sur un boîtier de 60 millions, et en recadrant, du coup, on pourra toujours exploiter ces fameux 50 mm avec ce 24 mm. Donc, parlons du Q3. Voilà. Et le Q3, c'est exactement la même logique. On part d'un 28 mm, qui est une formidable optique, un capteur de 60 millions, qui va nous permettre d'aller jusqu'au 90 mm. Mais 90 mm, on est à quoi, 6 millions de pixels, c'est ça, on va considérer que 6 millions de pixels, pour faire des petits posts sur les réseaux sociaux, ça passera encore. Mais vous voyez bien la logique, qui est que finalement, avec une seule optique, un capteur de très haute définition, une optique qui soutient cette très haute définition, on peut finalement avoir l'équivalent d'un petit zoom, quoi. C'est vrai, ça se tient. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un paramètre sur lequel les zooms ne peuvent pas rivaliser par rapport aux focales fixes, c'est sur les ouvertures maximales. Généralement, sur les zooms, on est aux alentours du 2.8 constant, 2 dans le meilleur des cas sur du full frame. C'est ça l'avantage des focales fixes aussi, Pierre-Marie, c'est l'accès à ces très grandes ouvertures, et donc aux effets de bokeh ultra marqués ou à la photographie dans le noir. Alors ça peut être ça. C'est vrai que, on va dire, heureusement qu'il leur reste ça au focal fixe, puisque sinon, vaut autant prendre un zoom. Donc c'est vrai que la grande ouverture... On va peut-être avoir une réponse à la question finalement en fin d'émission. Non, mais c'est vrai que les deux, trois ouvertures de plus qu'elles apportent permettent, oui, on va dire, de photographier dans des conditions différentes. Elles peuvent être... La grande ouverture peut très bien s'imaginer, les gens peuvent l'imaginer comme étant pour la basse lumière, mais ça peut être aussi pour la haute lumière. On peut très bien travailler en haute lumière à 1.4 et aussi avoir besoin de ce rendu, donc des flous prononcés, de choses différentes, de placement des plans. Parce qu'après, il faut aussi ne pas oublier que plus on ouvre le diaphragme, plus il faut savoir composer l'image, parce que le flou intervient énormément. Donc la profondeur de champ autour du sujet va se réduire. Ça peut être un avantage comme un inconvénient.
il faut aussi en tenir compte, il faut apprendre à composer l'image. Donc, acheter un 24 et l'ouvrir à un 1.4, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Il faut peut-être aussi apprendre à travailler un petit peu avant, travailler à 2.8, à 4, à 1.4. On a la possibilité d'aller à 1.4. C'est peut-être pas la peine de travailler toujours à 1.4, mais si c'est pour utiliser toujours à 5.6, autant prendre un zoom, oui, ou une focale fixe ouvrant moins. Pareil, un zoom, on peut très bien dire, on est à 2.8, on est à 24-70, on a le droit de travailler à 25,5. Si ça nous évite de recadrer, si ça nous évite de travailler directement dans le cadre. Souvent, les gens font d'un bout à l'autre. Hein. Quand on regarde les exifs, notamment sur des zooms, comme ça, c'est plutôt sur les télés. Les télés, on est 70-200. Hein. Les gens font à 70 et à 200. C'est crac-crac. Donc, là aussi, je pense que c'est une question de pratique. Et tout à l'heure, tu disais, Arthur, que financièrement, 3 focales fixes coûtent plus cher qu'un zoom, mais indépendamment de la gamme optique, c'est toujours vrai. De toute façon, même s'il y a des focales fixes économiques qui existent, notamment chez Sigma, la série CI, enfin la série I, là, qui est vraiment avec des focales différentes. À laquelle appartient le 65 mm dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On a le même différentiel entre des focales fixes, mais après, c'est vraiment lié à la pratique. Je pense qu'il faut faire attention à cette chose-là, de se dire, l'important, c'est aussi sa pratique. Il faut que soit quand on change un objectif, soit quand on essaie de trouver une approche différente, il faut que ça apporte quelque chose, impossible à faire avec ce qu'on avait. Si, mettons, on a un zoom qui ouvre à 2.8 et que notre pratique, c'est, je sais pas, moi, la photo de spectacle et qu'on aime les grandes ouvertures, bah, peut-être qu'il faudra passer sur une focale fixe, enfin, sur une grande ouverture et donc sur une focale fixe. Par contre, si on va pas dire il faut acheter tout de suite une focale fixe et une grande ouverture parce que ça va pas forcément être utile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est pour l'utiliser à 5-6, ça sert à rien. Tu as complètement raison, et puis il faut savoir l'utiliser, fermer le diaph quand il faut pour rendre compréhensible son image. Ça me rappelle des anecdotes de vidéastes qui, lorsqu'ils se sont emparés du 5D Mark II à l'époque et des capacités vidéo en plein format, découvraient ces possibilités de flou exceptionnel. Réaliser des plans qui étaient absolument incompréhensibles pour les spectateurs, et beaucoup d'épisodes de Thalassa qui ont été comme ça montés au début et dont le sens finissait par échapper, le sens de lecture de l'image échappait puisque tout était nimbé dans des flous, donc c'était très beau mais ça ne signifiait plus rien. Alors si on sort un peu de ces focales fixes ultra lumineuses et qu'on voit de l'autre côté du spectre, on a aussi des focales fixes très 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 longues focales, pas très 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 lumineuses, qui sont des objets avec une valeur totalement délirante. Tiens, petit jeu là rapidement. Selon vous, quelle est la focale fixe moderne la plus chère du marché à l'heure actuelle? Noct 58 mm 0,95 Non. Le 1200 mm. Ah oui, ouais. Le 5.6. Le 1200 mm f8. F8, hein, c'est quand même pas très lumineux. Hein. Canon. 23 500 €, les gars. Oui, c'est vrai. Hein, ah ouais. Si on passe au 800 mm f5.6, ça reste quand même 20 000 €. Et puis sur les 600 et 400 mm, on est aux alentours de 13 15 000 €. Enfin, bon, là, bon, de toute façon, on va pas débattre là-dessus. C'est des trucs complètement exceptionnels. À part, il n'y a pas vraiment de réflexion plus que ça à avoir sur ces objectifs-là. Bon. Alors, pour terminer un peu notre analyse et notre raisonnement, on va parler marché, budget sur cette question focale fixe ou zoom. On l'a déjà vu, question budget pour commencer, c'est pas si évident, c'est pas si évident que ça. Quand on parle d'optique récente et neuve, maintenant, tout l'intérêt de nos chers nouveaux appareils hybrides, c'est qu'on peut les utiliser avec énormément de choses. Donc, est-ce qu'on trouve sur le marché des alternatives à ces focales fixes récentes, très séduisantes, mais hors de prix, pour les photographes et pour les vidéastes? Quelles alternatives on peut envisager? Alors là, c'est pareil. Il va falloir être bien conscient de choses. Il est possible, c'est vrai, de monter sur un hybride grâce à une bague de conversion ou adapté à sa monture d'un côté à l'objectif, d'un côté à son appareil photo, de monter des objectifs anciens, des objectifs différents, de monter un peu tout. Il faut savoir qu'on entre dans un monde où là, c'est pas du bricolage, mais c'est tout à la main. C'est-à-dire que on perd tous les... Pas que. Regarde, si tu prends un hybride Canon, un hybride Nikon ou un hybride Sony,
tu as ces merveilleuses bagues d'adaptation actives Oui. qui nous permettent d'utiliser des optiques réflexes qui sont pas si vieilles que ça, qui décotent à vue d'œil et qui sont disponibles en quantité industrielle sur le marché de l'occasion. Ça peut être une bonne approche de faire ça. Oui, mais la bague est quand même chère. Ouais. Et puis en plus, il y a souvent des problèmes de compatibilité parce que ça met en lien des objectifs qui étaient du monde du réflexe sur un monde plus moderne de l'hybride. La marque va pas assurer, déjà avec ses propres objectifs. Des fois, il y a des limitations. Quand on monte, par exemple, un Canon ou un Nikon sur un hybride récent, si on intercale une bague entre l'objectif pour réflexe et l'hybride Oui, on pour rajoute compenser des le trucs, tirage, quoi. Ouais. on perd un petit peu des fois des trucs d'AF, on perd des fois un petit peu de... La stab aussi. Ça a été une béquille au début. On l'a bien senti. Il y a eu un pont qui a été fait. Les marques ont essayé de faciliter la transition vers l'hybride en proposant notamment au début avec leur boîtier des bagues gratuitement offertes. Mais il y avait une raison, c'est que les gammes optiques étaient naissantes, elles n'étaient pas encore abouties, pas assez homogènes. Donc c'était un facilitateur de transition. Maintenant, conseiller des bagues, moi perso, j'en reviens de plus en plus finalement, et je suis de moins en moins séduit. Là, j'ai essayé récemment le ZF avec des optiques AIS, avec une bague FTZ. Ouais, on perd même le charme du design finalement, parce que la bague est tellement large et tellement On importante perd le plaisir. qu'on perd une partie du plaisir. Et donc, tout ça devrait en revanche plutôt inciter les constructeurs à nous faire retrouver ce plaisir au travers des futures optiques en retrouvant des ingrédients qui ont participé à ce plaisir. À commencer par les bagues de diaph en l'occurrence. Alors, on oublie ce côté objectif réflexe. Si on sort des optiques officielles, entre guillemets, qui sont très très chères, on peut se tourner vers les constructeurs tierces. Les deux plus connus sont naturellement Sigma, Tamron, mais on peut citer aussi Samyang, qui propose des optiques modernes avec tout ce qu'il faut là où il faut, que ce soit en ouverture, en qualité optique, en caractéristiques techniques. C'est des optiques autofocus, machin. Bon, voilà, c'est pas donné non plus, mais c'est quand même un petit peu plus abordable. Et après, je te rejoins. L'hybride est tout à fait utilisable en mise au point manuel, et là, ça ouvre le champ des possibles quasiment infini, quoi. C'est vrai que l'hybride a apporté cette facilité d'utiliser des anciens objectifs complètement ésotériques. Puis il y a forcément une bague de conversion pour l'adapter à son appareil. Il existe toujours une bague de conversion. Ça pourrait être un slogan, ça. C'est ça. À partir du moment où l'objectif a une bague de diaphragme, donc qui permet donc de régler l'ouverture, une bague de mise au point qui permet de faire la mise au point, on peut la monter sur un hybride moderne. Ça peut être une solution déjà parce qu'on peut trouver en occasion des objectifs qui font rêver, qui sont des fois, comme tu disais Arthur tout à l'heure, qui ne sont plus intéressantes parce que les gens, c'est pour des réflexes ou c'est pour autre chose, ou ça n'intéresse plus, donc elles sont vendues à vil prix en occasion. Ça peut être une façon de découvrir les choses, mais c'est vrai que là, c'est mise au point à la main. Alors, on a des aides, c'est vrai que par rapport aux réflexes, on dispose, c'est pas comparable, quoi. On dispose de la loupe, on dispose du focus picking. Je me rappelle, tu sais, à l'époque du réflexe, quand on faisait des tests, il y avait Zeiss qui sortait, c'était les Otus, des espèces de merveilles d'optique et tout, machin, des optiques qui ouvraient à f1.4, et je me rappelle sur un salon, le gars me présentait, je crois que c'était un 85 mm 1.4 Otus, un mec de Zeiss, tu vois, j'ai dit, super, c'est inutilisable. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'est piqué, tout. Je fais, vas-y là, fais-moi une photo nette à 1.4, là, à main levée tout de suite. Évidemment, il n'a jamais réussi. Non, mais c'est sûr que c'est... Mais là encore, c'est une pratique, ça peut faire partie du plaisir d'utiliser des optiques différentes. Alors, évidemment, et c'est pas forcément limité à la photo posée, à l'architecture ou à la macro ou à autre chose. On peut très bien faire de la photo de sport. Avant la F, on faisait de la photo de sport. Raymond Depardon pourrait en témoigner, je pense. Il suffit il y a des techniques. On fait la prémise au point à l'endroit où va passer le sportif. Bien sûr, il y a des déchets, il y a des ratés. Mais en plus, on a l'avantage avec le numérique que ça coûte rien. On efface la photo, on attend le tour suivant et le sportif repasse. Donc là non plus, c'est pas une contrainte, c'est une façon différente de pratiquer. C'est pas forcément la plus adaptée aux débutants, parce que c'est vrai que il faut déjà maîtriser un petit peu l'univers photographique, et si en plus il faut commencer à aller faire la mise au point à la main, travailler, même si on a des aides, c'est quand même pas forcément spontané. Mais c'est faisable. Ça peut faire partie de ce fameux plaisir.
C'est ça. Non, puis il faut parler quand même, parce que là on parle de marque tierce pour parler d'optique abordable, mais il y a aussi au catalogue de certains fabricants, notamment chez Canon, il y a des espèces un peu singulières. Je pense aux 600 ou 800 mm à ouverture fixe, Oui, c'est où vrai. là c'est un autre exercice, un peu une autre contrainte finalement, qui impose de photographier et filmer plutôt dans de bonnes conditions de luminosité, mais je trouve que c'est plutôt bien vu parce que pour le coup, on peut s'essayer à de longues focales pour un tarif en dessous du millier d'euros. Évidemment, tout ça se tient principalement, tout ce raisonnement se tient principalement sur les focales fixes, sur les zooms. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on a abordé énormément de points, d'aspects, de sujets. Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse ferme et définitive, zoom ou focale fixe. En tout cas, j'espère que on vous a donné des éléments de compréhension et de réflexion autour de cette problématique-là. Merci Pierre-Marie Mais de rien. d'avoir partagé toutes tes connaissances et toute ton analyse sur ce sujet-là avec nous. On va clore le débat sur ces mots et on passe à la suite avec le débrief.